L'océan, ça a toujours été pour moi le dernier refuge de l'imaginaire. Sur une terre où toutes les limites ont été définies, tous les territoires cartographiés et tous les écosystèmes exploités, l'ivresse d'une exploration sous-marine où l'errance est encore permise, ça m'a toujours profondément soulagé. Prenez les abysses. Là, on parle d'un abîme aquatique rempli d'écosystèmes invraisemblables, de créatures gigantesques ou minuscules, et dont les visages et les corps sont plus fascinants et dérangeants les uns que les autres. Ce monde étrange, c'est celui du calmar géant. Tantôt monstre, mythe ou chimère filant entre les doigts des scientifiques, ce mollusque légendaire a toujours fasciné, au travers de gravures, de livres, de films, et tout récemment d'Internet. Car oui, dans un monde ultra connecté, un gigantesque calmar, ça ne passe plus inaperçu. Que cela soit aux abords d'une ville ou près d'une plage touristique, les images de cet animal se partagent désormais instantanément, et s'accumulent à mesure que le mythe s'estompe. Car étrangement, sous ces vidéos, beaucoup se demandent s'il est possible de manger le calmar géant. Cuisiner le calmar géant, en voilà une idée farfelue. Pourtant, ce genre de mollusque, il est consommé partout à travers le monde. Que ce soit en sauce, en soupe, en friture ou au barbecue, le calmar, c'est pas le fruit de mer le plus étrange du verger. Toutefois, ce qu'on déguste, c'est généralement des espèces plus petites et plus simples à pêcher. En fait, même quand on vous parle d'encornet géant, c'est pas du calmar géant. Un encornet géant, par exemple, c'est ça fait ma taille, là où un calmar géant, c'est long comme un bus. Et donc pour commencer, le plus gros obstacle à notre recette, c'est déjà d'en trouver un. Car l'océan, c'est un monde relativement inaccessible. Aujourd'hui, on connaît bien sa surface et ses contours, mais pour le contenu, on a de quoi faire. En 2023, j'ai eu la chance d'embarquer à bord de la campagne océanographique Apéro. 40 jours en mer, 2 navires perdus dans les méandres de l'océan Atlantique et une mission, étudier l'incroyable respiration du monde marin pour percer les secrets du stockage du CO2 dans ses profondeurs. Pour ce faire, l'équipage du Thalassa s'affaire à étudier le plus grand mouvement animal de notre planète, la migration nycthémérale. Il ne s'agit pas d'une insulte, mais d'un remarquable balai. Car partout autour du monde, plusieurs milliards d'organismes remontent chaque nuit des profondeurs vers la surface pour se nourrir en silence. Qui sont-ils ? Mystère. Pour mettre un visage sur ces échos acoustiques, il nous faut plonger dans l'antre du calmar géant entre 200 et 1000 mètres de profondeur. Enfin plonger, c'est surtout la mission du chalut scientifique. Alors que la nuit suit son cours, celui-ci remonte un prélèvement abyssal sur le pont et qui contient peut-être des espèces qui nous sont encore inconnues. Par contre, pour le découvrir, faut faire vite. Car primo, il est 3h30 du matin et deuxio, l'odeur ne va pas tarder à nous barrer la route. Les scientifiques mettent alors la main à la pâte pour trier des centaines d'organismes, des poissons, des gélatineux, des crustacés et des mollusques. Parmi eux, des dizaines de calmars profonds se dévoilent sous nos yeux. Si l'on compte de nombreux calmars fraises aux pépins bioluminescents, il y a aussi ce gros calmar pieuvre aux 8 bras qui attire mon attention. Malheureusement, il n'y aura pas de calmar géant ce soir, mais toutefois, on peut se projeter. Car anatomiquement parlant, tous les calmars partagent des ressemblances. Concentrons-nous par exemple sur leur tête. Chez le calmar géant, c'est un vrai palace. Une surface de plusieurs mètres, aucun vis-à-vis et toute la place qu'il faut pour contenir les organes de l'animal. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de céphalopode, car il n'y a qu'une tête et des membres. Mais quand on regarde à l'intérieur, c'est une vraie brocante. On y trouve un cerveau en forme de donut, un pénis d'1 mètre de long avec des sacs de semences qui agissent comme des perceuses, un bec de perroquet, un œil gros comme un ballon de foot, et enfin, des bons gros muscles. C'est d'ailleurs ça généralement ce qu'on va manger dans un calmar. On vide le tout et on garde la chair blanche. Ça, c'est du tofu. Mais là, vu qu'on parle d'un animal légendaire qui remonte du fond de la mer et pas de la criée du coin, comment savoir si la bouchée est sans risque ? En mer, j'ai entendu des histoires de marins qui racontent que certains auraient déjà tenté de déguster des espèces abyssales, au prix de voyages très regrettables aux toilettes. Et pour ce qui est du calmar géant, il y a 2 obstacles qui se dressent devant nous. D'une part, la chair de cet animal se retrouve rarement en bon état. Quand elle n'est pas putréfiée, après avoir bronzé sur une plage, celle-ci peut être altérée par des changements de pression, un peu comme le blobfish, qui n'est pas aussi moche dans son milieu naturel, mais aussi en raison de pollution. C'est le cas de la pollution sonore, qui est loin de n'affecter que les tympans des cétacés, et qui pourrait dans certains cas impacter notre mollusque légendaire au plus profond de sa chair. Mais au-delà de la question du physique, c'est aussi l'intérieur qui pose problème. Car les muscles du calmar géant, ils sont remplis d'ammoniac. Vous savez, le composé qu'on retrouve dans certains liquides réfrigérants et dans les engrais. Pour certains scientifiques, cela leur permettrait d'avoir une meilleure flottabilité dans l'eau, et ce, malgré leur corps gigantesque. Mais pour nous, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus appétissant. Est-ce létal pour autant ? Franchement, il y a très peu de sources sur le sujet.
Ce que je peux vous dire, c'est que des animaux profonds bourrés de composés toxiques, dans certains pays, on a quand même trouvé un moyen de les manger. C'est par exemple le cas du requin du Groenland, dont la chair va être fermentée durant des mois pour le rendre digeste, car manger cru, celle-ci peut entraîner des séquelles neurologiques. En outre, certains spécialistes comme Clay Dropper témoignent avoir déjà tenté le diable en dégustant un bout de calmar géant. Il décrit alors un goût âpre et amer horrible. Donc franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Bon, après vous pouvez faire vos expériences, c'est vrai qu'on peut manger de tout si on veut, même de la lave. Et juste une fois. Ce qui est sûr, par contre, c'est que les légendes font désormais saliver. Pour certains, la nature et ses grands symboles prennent consciemment ou non les contours d'un frigo, et ces questions sont loin d'être triviales. L'exploitation des espèces profondes est un sujet très sensible. Des écosystèmes sont dragués tous les jours au bord du gouffre, là où d'autres se nécrosent en raison du changement climatique et de la consommation de ressources toujours plus effrénée. Les céphalopodes sont également de plus en plus désignés comme une alternative prometteuse pour l'aquaculture du futur. Et ce, malgré leur intelligence, leur sensibilité et les risques que font peser ces infrastructures sur l'environnement. Tout cela nous oblige à ralentir et à réfléchir sociétalement. La question est donc probablement mal posée. Pouvons-nous manger le calmar géant? Peut-être. Mais devons-nous seulement y penser?